Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. En tant que patient, on est tellement sensible qu'on est hyper attentif. Le mot de travers fait mal et le bon mot permet de passer l'épaule, quoi. En général, on dit toujours que le premier contact, c'est celui qui reste. Il ne faut pas non plus se sentir responsable de tout. Notre rôle, c'est pas forcément résoudre tous les problèmes du patient, mais entendre, puis au moins on est ouvert à ça. On enseigne ici aux futurs médecins les connaissances scientifiques, les gestes techniques, les maladies qui affectent l'homme. Mais il est une discipline qui est aussi enseignée aux étudiants en médecine depuis peu, la psychologie médicale. Le médecin aujourd'hui n'est plus celui qui sait tout. Il se trouve surtout en face de patients qui en savent eux-mêmes de plus en plus, qui veulent s'impliquer dans leur traitement et surtout comprendre leur maladie. La relation patient-médecin a donc évolué au fil des ans vers une relation de collaboration, de partenariat, où les aspects psychologiques prennent une part plus importante. Mais cette nouvelle relation demande aussi plus de temps et de confiance. À l'hôpital universitaire de Lausanne, le professeur Alexandre Bernet donne un cours à des élèves de 4e année en médecine. Le thème du jour est la fatigue chronique et la communication parfois difficile avec des patients qui n'en peuvent plus. Alors, dans ce type de situation, le médecin est souvent assez démuni quand il n'a pas de cause claire qui explique un symptôme, type fatigue chronique. Et puis, on est donc dans cette situation, on a quelque part une plainte qu'on peut qualifier de somatique inexpliquée. Alors ça, le premier tour de boucle... Durant le cursus des apprentis médecins, la relation avec le patient est enseignée. En tout, 30 à 40 heures seront consacrées à cette thématique. C'est dire l'importance que cette relation a pris au fil des ans. Le médecin aura tendance souvent à mettre le plus loin possible le prochain rendez-vous, d'accord, en disant c'est pas grave et puis venez me voir dans 6 mois, on verra bien ce qu'il en est. Alors c'est en général quelque chose qui marche pas du tout et ça oblige le patient finalement à aller plus mal quelque part, justement à renforcer ses plaintes pour venir voir le médecin en lui disant c'est encore pire. Quand j'ai dîné, oui, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Par ici, oui. Et où ça, par ici? Là. Oui. Dans la relation peut-être bien là. Des médecins avec les patients, que ce soit dans le cabinet ou, ou à l'hôpital, c'était toujours, dans notre tête, on disait cause toujours au patient, mais c'est moi qui sais. Il y avait même des quiproquos fréquents dans les cabinets. Moi, je me suis senti penser quelquefois face à des patients qui disaient « j'ai ça, il faut me faire ci, il faut me faire ça ». Alors je me disais « mais pourquoi vous venez puisque vous savez déjà ?» Ça m'est arrivé de dire « vous savez mieux, pourquoi vous êtes là ?» Donc on avait cette prétention. Jacques Petit a terminé ses études de médecine en 1964. Il a vu l'évolution du contact avec les malades. Il est depuis peu à la retraite. Pour lui, l'évolution de la relation entre patient et médecin est plutôt positive. Une très bonne évolution par rapport à maintenant, c'est que cette mentalité paternaliste d'être d'un côté celui qui sait, et de l'autre côté le patient, souvent couché, le docteur debout, le docteur parle avec autorité. Cette autorité-là, qui est fallacieuse, elle a disparu, elle est en voie de disparition. Le patient est maintenant un interlocuteur. Luca Rossi est établi à Sierre depuis 2006. Il a repris le cabinet de son père et tous les dossiers de ses patients sont désormais informatisés. Il travaille en réseau et a l'habitude des gens qui consultent Internet.
Lui-même utilise cette plateforme pour consulter les sites de périodiques médicaux. Malgré toute cette modernité, 80% des diagnostics sont posés par l'anamnèse, c'est-à-dire simplement en écoutant le patient, en discutant avec lui. La médecine, c'est un art, c'est une création perpétuelle, là, quelque part. Finalement, lorsqu'un patient arrive dans le cabinet, il n'y a rien qui est fait. Il y a ce qu'il pense, à ce qu'il est, il y a ce que je pense, ce que je suis, et puis finalement, il y a une relation qui doit se créer à deux. Le rapport à Internet, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, c'est une réalité, il faut faire avec. La relation, on part du symptôme pour arriver au diagnostic. Sur Internet, bien souvent, on met un mot-clé qui est un symptôme, on arrive rapidement à un diagnostic, et puis après, on essaie de retrouver ces symptômes dans le diagnostic. C'est complètement différent. Mais avec Internet et les nouvelles technologies de la médecine, comme l'imagerie médicale, la relation est quelque peu bousculée. L'autre effet pervers des appareils, c'est que dans l'esprit de beaucoup de patients et puis de médecins, l'appareil c'est mieux que le docteur. L'analyse de sang est mieux que le docteur. Eh bien ça, ce n'est pas vrai, fondamentalement faux. Il n'y a personne qui peut remplacer le médecin. Ce n'est pas la machine. Il y a trop de patients qui vont chez le docteur en disant « je viens pour un scanner ». On vit dans une société basée sur l'image et le spectacle. En grande partie, la médecine emboîte le pas. Ça veut dire actuellement, si quelqu'un a mal à quelque part, la bonne parole du docteur ne suffit plus. On a besoin d'une image, on a besoin d'éprouver, de vérifier. Si je sens que le patient a des craintes, quelles qu'elles soient, et qu'il y a une demande d'une imagerie, par exemple, pour une imagerie pour rassurer ses craintes, je la fais, parce que s'il est plus rassuré, par la suite, après, je peux reprendre le problème avec lui, on peut le développer, on peut avancer, il y a une relation aussi de confiance qui s'instaure. La confiance, c'est quand même la base de la relation, et la relation, c'est l'outil principal du généraliste, enfin, de tout médecin. De la confiance face au monde médical, André Cépé en a eu besoin. En 2005, il tombe gravement malade. On lui apprend qu'il souffre d'une anémie aplastique, une maladie du sang. Puis on me dit, voilà, monsieur Cépé, c'est pas une leucémie. Après nos analyses, on voit que c'est pas une leucémie. Je me suis dit, ouf. Et puis après, il a dit, bon, ce n'est pas non plus un cancer de ceci ou de cela. Je dis, bon, alors c'est quoi? Puis après, on me dit, écoutez, monsieur Cépé, on ne sait pas trop, mais on m'a guidé après coup vers une anémie aplastique. Alors effectivement, là, ça a été quelque chose, soit c'était un soulagement, mais en même temps, c'était pire parce que je ne comprenais pas les mots qu'on me disait. C'est vraiment essentiel de comprendre parce que cette compréhension m'aide à entrer dans le processus de guérison, m'aide à entrer dans la thérapie. Sinon, on reste un petit peu à l'extérieur. Pour moi, l'aspect peut-être qu'il faudrait se veiller, c'est surtout d'éviter de dire bon, très bien, tant pis si je ne comprends rien, de toute façon c'est le médecin qui connaît, qui sait tout, et puis je lui fais totalement confiance, et puis je me laisse prendre en charge. Monsieur Cépé. Bon, c'est pas du tout ça, pour moi, la démarche que j'ai choisi de suivre. Tout va bien? Oui, ça va. Sa seule porte de sortie est de subir une greffe de moelle osseuse. Parmi ses frères et sœurs, 4 sont compatibles, une chance inouïe. Pourtant, André ne veut pas de la greffe. Pour lui, aller à la greffe signifie aller à la mort. Il ne peut pas faire le pas psychologiquement. Face à lui, son médecin, Madame Stalder, une soignante qui veut son bien et qui le pousse à accepter cette greffe. Tant qu'il était dans une situation où sa moelle ne travaillait pas, où il dépendait des transfusions, il n'était pas dans une situation d'état physique normal, il était quand même dans un état physique diminué et à la merci de n'importe quelle complication. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je comprends bien que c'est un choix qu'il doit faire et c'est lui qui aura ce traitement, c'est pas moi. Mais c'est vrai qu'en dedans de moi, c'était quelque part un échec de ne pas arriver à le convaincre et à lui faire saisir dans le détail l'enjeu. Vous avez la possibilité d'entrer, oui. Faut juste qu'on mette le masque. Okay, vous me suivez? Oui. André Cépé se tourne vers la médecine douce. Il suit des thérapies et tente de mieux se connaître pour arriver à accepter la greffe. Et une fois qu'il prend la décision de subir une greffe, il engage toutes ses forces dans sa guérison.
Il retourne ici pour la première fois. C'est dans cette petite chambre qu'il a lutté contre la maladie durant 6 semaines et demie intenses sans sortir. Il a suivi une chimiothérapie et a reçu une greffe de moelle osseuse. Oui, c'est le moment où le matin on est là couché et puis voilà qu'on se rend compte qu'on a une poignée de cheveux à l'intérieur des mains. Et puis, ben oui, c'est-à-dire on se rend compte que la chimiothérapie agit et puis qu'il nous faut à ce moment-là passer au moment où il faut raser, quoi. Et puis ça, la présence des infirmières là, à ce moment-là, elle est extrêmement importante aussi, c'est-à-dire que le regard se pose sur vous. La manifestation physique, les signes extérieurs sont apparus et puis on ne peut plus biaiser. Bon, c'est un moment important, c'est un moment intime, parce que c'est son image aussi. Là, d'un coup, on se voit dénudé, si je peux dire. Et puis le moment même, c'est un moment délicat. C'est un moment où il faut beaucoup de douceur, beaucoup de... Bon, moi, ce qui m'avait frappé, c'était surtout le regard des personnes. Parce qu'effectivement, c'est ce à quoi on a accès. C'est plus qu'à un moment donné, c'est ces deux yeux, puis voilà, c'est là par où passe l'ensemble des informations. Il y a les mots, mais ensuite, il y a l'échange de regards qui est essentiel. Je dirais l'intensité du regard. Oui. En tant que patient, on est tellement sensible qu'on est hyper attentif. Le mot de travers fait mal et le bon mot permet de passer l'épaule, quoi. Ouais. Ça et les bons mots, c'est parce qu'on connaît aussi, on connaît la personne. On n'est pas juste là de passage et puis il y a une relation qui se fait à cause de la promiscuité. On vit en promiscuité, on est dans un isolement, je trouve, au même titre que vous vivez l'isolement, on le vit aussi. Donc nous, on est aussi dans cet isolement. Oui, merci beaucoup, madame. Oui, merci. Merci beaucoup. Elles sont bonnes, elles ont fini. Ah, vous voulez que j'aille leur dire? Attends. En oncologie, le personnel soignant est formé et doit s'investir dans la relation avec le malade. Le professeur Chalandon est directeur du programme de greffe de cellules souches au HUG. Avec l'infirmière responsable, il rencontre 1 à 2 patients par semaine pour lui expliquer les traitements qui accompagnent la greffe. En d'autres mots, c'est eux qui annoncent la mauvaise nouvelle, mais aussi l'espoir lié au traitement. C'est une équipe. Vous avez au centre un patient qui est en fait le capitaine de l'équipe, puis nous on est autour et puis on va l'accompagner et s'il n'a pas compris, on ne pourra pas aller dans la direction voulue. Si nous on tire dans une direction puis lui dans une autre, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une équipe et puis il faut aller tous dans la même direction. Et pour aller dans la même direction, il faut que le patient ait compris ce qui se passait, où on va aller, et quels sont les enjeux, les bénéfices et les risques malheureusement qui peuvent être liés à ce type de traitement. On peut comparer une sorte de traversée de désert et puis on voit l'oasis à la fin, mais il y a tout ce trajet qui doit se faire et oui, c'est une lourde charge. Pour moi, l'important, c'est quand même d'être disponible, d'être à l'écoute, et puis aussi d'essayer d'être juste dans ce qu'on dit, et puis de s'assurer que ce qu'on a dit est compris. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Quand c'était... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et puis alors, on se revoit le 31. Oui, 31. Oui. J'espère que ça se passera bien. Le médecin, il est descendu de son piédestal, mais il a à faire un chemin beaucoup plus difficile. Il faut qu'il apprenne à devenir l'égal de son patient, c'est-à-dire quand le médecin est face à son malade, il doit dire c'est par hasard que moi je suis du côté des gens qui guérissent, puis lui du côté ou elle du côté des malades. C'est par hasard. Alors ça s'appelle se mettre à sa place. Ça s'appelle la compassion aussi. C'est un terme qui est c'est-à-dire avoir la capacité de se mettre dans la peau du malade pour trouver les mots justes, mais les gestes justes. L'accompagnement et la confiance en oncologie ou chez le médecin traitant sont des éléments clés de la relation soignant-soigné. Mais dans la médecine d'urgence, le temps manque pour connaître le patient et les paramètres sont là bien différents. Ici, il s'agit toujours d'un premier contact entre personnes qui ne se connaissent pas. Yvan Manueli vient de terminer sa formation d'infirmier. L'accueil aux urgences est un passage obligé. Gérer la salle d'attente, se retrouver face à des gens qu'il ne reverra sûrement jamais font partie de son métier.
En 5 minutes seulement, il doit pouvoir évaluer le degré de gravité d'urgence d'un patient. Donc, normalement, vous avez des allergies à des médicaments? C'est vrai qu'une relation de confiance ne peut pas se faire vraiment en 5 minutes, mais on peut essayer déjà de rassurer la personne et de lui expliquer qu'elle sera prise dans les meilleurs délais. Malheureusement, des fois, il y a de l'attente, donc c'est difficile, mais on peut essayer de lui expliquer qu'elle sera prise et qu'on ne l'oublie pas dans un coin, puis la rassurer comme ça. Déjà, rien que ça fait beaucoup. Donc, vous savez ce qui s'est passé? Vous étiez avec elle chez la doctoresse? Des fois, c'est très urgent, très technique. On a besoin de renseignements rapidement auprès de la famille, qu'on bouscule un peu, parce qu'il y a des situations où les minutes comptent et il nous faut des renseignements. Il faut savoir le passé, quels médicaments on a. Et dans un second temps, eh bien, on essaie d'établir une relation aussi bonne que possible, de confiance aussi bonne que possible, mais on s'attend que des gens nous fassent confiance parce qu'on est là, mais au fond, pour ce qu'on représente, mais ils ne nous connaissent pas. L'attente aux urgences peut irriter, être difficile à comprendre et créer des situations de conflit. Le médecin est aussi un homme qui parfois commet des erreurs, se trompe sur un diagnostic. La relation n'est pas toujours rose. Les patients sont parfois déçus, les médecins sont parfois pris dans une course contre la montre. Mais la relation, même si parfois elle échoue, a évolué parce que le patient a évolué, est plus exigeant, parce que le médecin s'est aussi adapté à son époque. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie? J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu! Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? La relation se construit avec la confiance, avec le temps, pour le meilleur et pour le pire. Elle est devenue presque un contrat de partenariat où chacun doit signer, s'engager pour la guérison, pour le bien-être du patient. C'est le sens, c'est celui que tu vas lui donner. C'est une nouvelle impulsion de vie. C'est comme un don de vie qui t'est donné. Puis il faut, je pense, réussir à faire quelque chose. Bonjour. Je viens pour Canal 9, on a rendez-vous avec M. Stiefel. Oui, bien volontiers, je vous annonce. À l'Université de Lausanne, nous rencontrons le professeur Frédéric Stiefel, chef du service de psychiatrie de liaison du CHUV, pour parler des aspects psychologiques liés à la relation. Vous enseignez cette discipline? Pour les étudiants, mais aussi en postgrad, surtout pour les oncologues. Frédéric Stiefel, vous êtes professeur à l'Université de Lausanne. Vous enseignez aux étudiants en médecine des cours de relations patient-médecin. Quel est le cursus dans un programme de médecine? Dans un programme de médecine, on a en première année des cours ex cathedra, ça veut dire où tous les étudiants sont rassemblés, c'est plus des cours un peu théoriques. Deuxième année, c'est l'immersion en petits groupes où on regarde ensemble des vidéos, des entretiens médecin-malade, on fait des jeux de rôle autour, comme on peut faire autrement, mieux. Troisième année, c'est l'immersion clinique, c'est les étudiants en petits groupes, de nouveau rencontrent des patients réels sous supervision d'un généraliste. Et en quatrième année, on a un cours avec des acteurs qui simulent des patients avec des situations difficiles, où les étudiants sont filmés et on regarde ensuite l'entretien, on l'analyse ensemble. Donc c'est assez conséquent. Mais je pense que c'est pas évident aussi pour les médecins d'avoir de l'empathie, d'absorber toutes les histoires un peu malheureuses qu'ils entendent. Il ne faut pas non plus se sentir responsable de tout. Notre rôle, c'est pas forcément résoudre tous les problèmes du patient, mais entendre. Souvent, il a une histoire à dire, le patient. Et si on l'entend, c'est déjà la moitié de la thérapie. Au moins, on est ouvert à ça. Comme ça, moi, je sais ce que vous vivez. C'est de nouveau ça. Et peut-être pourquoi, par quelques éléments biographiques, pourquoi c'est extrêmement difficile pour vous. C'est ça que vous ne demandez pas. Les patients ne demandent pas une psychothérapie de leur oncologue ou de leur interniste. Par contre, ils veulent juste être entendus. Et des fois, les médecins, ils bloquent avant. Tout ce qui est... Pour eux, c'est un peu un byproduct, ils ne veulent pas en savoir et ils se concentrent, focalisent uniquement sur les aspects biomédicaux. Ça, le patient, ils se sont des fois mal compris. Il en sait plus aujourd'hui, le patient, il arrive avec toutes ses connaissances. Est-ce que ça, c'est difficile pour le médecin d'avoir en face de lui des gens qui savent de plus en plus de choses?
Ils savent de plus en plus des choses, mais ce n'est pas toujours connecté. Je veux dire, si vous allez sur certains websites, vous arrivez des fois par symptômes à des choses incroyables, même des boîtes qui produisent certains médicaments et des choses comme ça. Donc ils ont un savoir souvent un peu morcelé. Et puis bon, fin de compte, c'est quand même 6 ans d'études de médecine, une expérience clinique après de plusieurs années. C'est ça qui fait la différence. Sinon, on pourrait se traiter soi-même, à la limite, ou par télévision. La e-médecine, vous en pensez quoi? C'est quand même l'illusion qu'on peut soigner quelqu'un sans le rencontrer. Et c'est aussi un dénigrement de la clinique, parce que là, c'est les données, c'est tout ce qu'on sait de la littérature, il faut faire comme ça. Mais il y a beaucoup d'intuitions aussi. La médecine, c'est un leurre de penser que tout est objectif et tout est cérébral. Il y a une grande partie où peut-être un médecin privilégie une voie, mais qu'ils sont, à cause d'une expérience de vie accumulée avec des situations, qu'il faut privilégier ces traitements-là. Donc ce n'est pas toujours très rationnel. Et ça se passe dans le lien, ça se passe d'une manière très non spécifique. Le patient aujourd'hui peut refuser un traitement, il peut choisir de mourir? Oui, c'est à condition qu'il y a le discernement. Ça veut dire qu'il sait plus ou moins ce qu'il a comme maladie, quelles conséquences a un arrêt de traitement, oui. Et même d'ailleurs, pas seulement les adultes, même des adolescents, à partir d'un certain âge, on a le discernement. C'est toujours une option que pas beaucoup prennent, malheureusement, parce que des fois, un no treatment est des fois mieux qu'un traitement qui fait des dégâts. Il y a une étude qui est sortie entre une approche oncologique classique pour des patients qui avaient des cancers avancés versus palliatifs. La survie était plus longue chez les patients en soins palliatifs, parce qu'il y a moins de traitements agressifs. Ce n'est pas parce que la maladie progresse qu'il faut intensifier les traitements. Il faudrait faire le contraire. Mais souvent, on est là dans un mouvement psychologique, une dynamique où on ne peut pas lâcher, on est très angoissé, mais des deux côtés, il y a une pression sur le médecin, une pression sur le patient, puis on choisit le traitement. Et ça apaise. Le patient, tout comme le médecin, a des droits fondamentaux qui sont inscrits dans la loi suisse. À l'Université de Neuchâtel, l'Institut de droit de la santé fait de la recherche et de l'enseignement dans ce domaine. Il s'intéresse aux droits hospitaliers, aux droits des patients ou aux questions d'assurance. Dans le droit des patients, il y a principalement le droit d'accès aux soins, le droit d'accepter ou de refuser un traitement. Il y a aussi le droit d'être informé ou le droit d'accéder à son dossier médical. Le professeur Olivier Guillot est le directeur de cet Institut de droit de la santé. Il veut aussi souligner que les médecins ont aussi des droits qui sont souvent négligés. Le droit de pratique, le droit de choisir sa clientèle ou le droit à une objection de conscience. Les professionnels de la santé ont certains droits, mais il est vrai que dans la relation avec les patients, c'est une relation qui est en quelque sorte asymétrique. C'est le patient qui est malade, c'est le patient qui a besoin d'aide, c'est le patient qui est ignorant des choses médicales. Et donc, pour rééquilibrer un peu cette relation asymétrique, on a donné plus de droits aux patients que l'on en a donné aux médecins. Ce qui me paraît assez naturel, puisque le médecin est là pour aider l'autre. Mais les médecins font face à une augmentation des conflits avec les patients. Dans ce cas, la communication peut être rétablie avec l'aide d'un médiateur qui est amené à trouver une solution à leurs conflits. Il est aussi possible de passer par des associations de défense des droits des patients qui offrent des conseils juridiques, des renseignements sur les questions tarifaires. Je pense qu'on n'insiste pas encore assez aujourd'hui dans le cursus médical sur l'importance primordiale d'une bonne communication. Maintenant, s'il y a ensuite des défauts de communication, il faut essayer de rétablir la communication plutôt que d'aller tout de suite au tribunal. Et la médiation, c'est précisément un moyen qui est destiné à rétablir une communication défaillante entre des personnes qui pensent être en litige. Et ça permet de dissiper d'éventuels malentendus ou d'élaborer ensemble une solution. C'est moins coûteux, c'est moins agressif ou belliqueux comme procédé. Et donc je pense que les parties ont tout à gagner à recourir à ce type de résolution de leur litige. Le médecin peut aussi porter plainte contre un patient s'il ne paie pas ses honoraires ou s'il se montre agressif, par exemple. Selon Olivier Guillot, les conflits vont continuer d'augmenter dans la relation entre patient et médecin parce qu'on est dans une société plus revendicatrice qui admet de moins en moins qu'il puisse lui arriver quelque chose de mal, par hasard, qui veut trouver un coupable à tout prix. Qu'est-ce qui serait le plus important selon vous pour améliorer la relation entre patient et médecin?
Le plus important pour moi, c'est que le médecin arrive à une certaine introspection. Ça veut dire qu'on ne parle pas que des patients qui sont difficiles ou des patients qui posent problème, mais qu'il puisse se regarder lui-même. C'est ce qu'on fait dans les cours, quand on fait des entretiens filmés, on se concentre beaucoup plus sur le médecin que sur ce que le patient il dit. Mais qu'est-ce qu'il vit, pourquoi il change de thème, pourquoi il évite un sujet, comment il s'est senti, qu'est-ce qu'est sa représentation, de quoi il a peur. Si on arrive à ça, de parler avec les médecins, de quoi ils ont peur, c'est là où ils progressent. Il y a beaucoup de patients qui arrivent chez des médecins, les médecins ne trouvent pas ce qu'ils ont, ils les renvoient vers des psychologues, qui sont un petit peu renvoyés à droite à gauche comme ça. Ça, vous en pensez quoi? Oui, il y en a des odyssées de certains types de patients qui arrivent des fois relativement tard chez nous. Par exemple, peut-être avec des douleurs chroniques. Souvent, on investigue beaucoup le corps, et puis le problème est ailleurs, et personne n'ose même aborder cette dimension-là. Des fois aussi avec des hyperventilations, des patients qui ont des difficultés de respirer, ou il y a une angoisse derrière, ou des attaques de panique, qui peuvent avoir des parcours très compliqués. Des fois aussi, c'est parce qu'on trouve rien, on dit c'est psychologique, ça c'est l'autre versant. Donc il faut de nouveau, c'est ça la clinique, il y a une indication. Pour la psychiatrie ou la psychologie, elle doit être bien fondée et pas seulement on n'a rien trouvé dans le corps. C'est aussi, quand même, il faut regarder, mais est-ce que réellement il y a sur le plan psychique quelque chose qu'il faudrait traiter et investiguer? Frédéric Stiefel, merci beaucoup. Je vous en prie. Par contre, j'ai encore peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est un film qui fut réalisé au Chili. Du respect, de l'empathie, de la sincérité. Le médecin aujourd'hui doit non seulement mettre son savoir au service de son patient, il doit aussi instaurer une relation avec lui. Un défi de taille, car il fait face à des contraintes de temps qui sont souvent très restrictives. Pour le patient, la confiance est l'élément clé de la relation patient-médecin. Il doit pouvoir comprendre ce qu'il a, choisir de guérir et de vivre. Un défi aussi important pour lui qui peut l'aider dans sa démarche. Je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine.